Au cœur du cœur de la France se trouve la Bourgogne-Franche-Comté. Autrefois nommée duché et comté de Bourgogne. Deux anciennes provinces aux villes chargées d'histoire, réunies aujourd'hui en une seule et grande région. Terre de passage pour les populations au fil des siècles et enjeu de tant de batailles dans l'histoire de notre pays. Car si la Bourgogne-Franche-Comté fut autant convoitée, elle sera dans le même temps le témoin privilégié des grands mouvements culturels et spirituels qui dessinèrent le visage de l'Occident. Depuis les profondes forêts du Morvan, dans les rangées de vignes des moines cisterciens et des puissants ducs de Bourgogne, au cœur de ces abbayes, jusque dans les méandres de ces cours d'eau dominés par de redoutables citadelles. Et cette grande région porte toujours en elle les traces de son histoire mouvementée, qui en font une région envoûtante, au patrimoine naturel, culturel et historique exceptionnel. En route pour un voyage de plus de 2000 ans dans l'histoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Au 1er siècle avant notre ère, nombreuses sont les peuplades gauloises du centre à développer des liens avec l'Empire romain au fur et à mesure de son expansion dans le pays. C'est le cas des Sénons, des Lingons, des Mandubiens ou des Séquanes plus à l'est. Mais ce sont surtout les puissants Éduins dont le territoire recouvre l'actuelle Bourgogne qui tissent les liens les plus forts avec Rome. Les Éduins qui ont bâti leur immense capitale, Bibracte, au cœur d'une forêt vénérable du Morvan. Aujourd'hui, un site naturel et historique d'exception, un centre de recherche européen et un musée archéologique. Bibracte, c'est une ville fortifiée qui va se développer au sommet du Mont Beuvray sur près de 150 hectares, à l'intérieur d'un rempart qui est l'élément fondateur et très identitaire de cette ville fortifiée. Ce rempart, on l'appelle un Murus Gallicus, pour reprendre la terminologie encore une fois utilisée par César. Ce Murus Gallicus correspond en fait à une architecture typiquement gauloise, typiquement celtique, qu'on va retrouver sur toutes ces villes fortifiées qui émergent à la fin de l'âge du fer sur la totalité de l'Europe tempérée. Ce rempart fondé à Bibracte s'étend sur près de 5 km et il délimite une ville gauloise d'environ 150 hectares à l'intérieur de laquelle on va trouver des maisons d'habitation faites en terre et bois, des grands bâtiments publics, mais aussi un nombre très important d'ateliers, d'artisans, notamment des forgerons, des bronziers, des émailleurs, qui vont faire à la fois la prospérité et la réputation de cette ville de Bibracte. Les Romains ont repéré assez tôt le caractère très stratégique du territoire éduin et ils vont se rapprocher des Éduins et conclure avec eux une alliance. Ils vont reconnaître les Éduins comme des frères de sang, ce qui est un niveau d'alliance très serré.
Cette alliance avec les Éduins va permettre aux Romains de bénéficier de débouchés commerciaux en fait extrêmement intéressants pour irriguer le territoire éduin évidemment, mais aussi plus largement le territoire gaulois de denrées produites dans le monde romain et qui vont être très appréciées par les Gaulois. Il s'agit notamment de vaisselle de luxe, mais aussi et surtout du vin produit par les Romains et dont les Gaulois sont extrêmement friands. Les Éduins vont en effet avoir une position assez cruciale dans le monde gaulois, qui explique probablement en partie pourquoi Vercingétorix, au moment de la guerre des Gaules, en l'année 52 avant notre ère, sera proclamé chef de la coalition gauloise dans les murs de la capitale éduenne, Bibracte. À Bibracte, Vercingétorix prend donc la tête de l'insurrection générale qui vient d'éclater. Les grands peuples du centre ne veulent plus se soumettre à la dictature de César. Quelques semaines plus tard, après avoir bousculé les armées romaines à Gergovie, Vercingétorix échoue de justesse lors d'une bataille dans le nord de la Bourgogne et doit se replier. Il s'enferme à Alésia. César, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, s'interrogera sur la personnalité charismatique de ce jeune chef. Ce personnage, il est originaire du centre de la France, autour de Clermont-Ferrand, c'est un Arverne. C'est un chef, c'est un jeune, on ne sait pas grand-chose en fait voilà, de lui. César écrit dans son texte que c'est un adolescens, donc on pense qu'il a peut-être autour de 25 ans, quelque chose comme ça. Donc, et il a combattu dans l'armée romaine, donc c'est quelqu'un qui sait très bien ce que c'est que quelles sont les techniques de combat, en tout cas de l'armée romaine. Vercingétorix va décider de se réfugier dans cet oppidum d'Alésia. Et César, en fin stratège, va décider de faire le siège de cet oppidum. César écrit qu'il a, lui, autour de 50 000 légionnaires et qu'il y a 80 000 Gaulois dans l'oppidum avec Vercingétorix. Faire le siège de la part de l'armée romaine, c'est donc construire une première ligne de fortification autour de cet oppidum, donc ça va faire à peu près 15 km. César va apprendre par le biais d'espions que Vercingétorix a envoyé des émissaires pour lever une armée de secours. Il ordonne la construction d'une deuxième ligne de fortification pour protéger l'arrière de ses troupes et comme ça, il installe ses troupes entre les deux lignes en se disant moi je suis protégé de part et d'autre. Et tout ça en peut-être 5-6 semaines, puisqu'en fait, en gros, on pense que le siège a duré 2 mois, c'est-à-dire en gros août-septembre à peu près 52 avant Jésus-Christ. Donc c'est tout à fait étonnant la vitesse avec laquelle on est capable de construire ce type de fortification, mais ce qui n'étonne pas aujourd'hui les historiens, puisqu'on sait que le légionnaire est un homme, c'est un couteau suisse, quoi, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il sait tout faire, il sait se battre, mais il sait aussi, c'est un terrassier, c'est un bûcheron, c'est un menuisier, enfin, il sait tout faire. On a une armée romaine professionnelle, des légionnaires, voilà, ce sont des militaires. Donc il y a une hiérarchie, il y a une organisation, il y a un encadrement tout à fait officiel. C'est vrai que du côté gaulois, c'est un rassemblement de tribus, donc du coup, on n'a pas forcément l'habitude de combattre ensemble. En tout cas, en revanche, on a l'habitude de combattre. On sait qu'on a des Gaulois qui vont faire quelques sorties. Ça, c'est encore une fois César qui l'écrit dans son texte. On ne se bat pas du tout de manière continue pendant 2 mois. Sur la fin des 2 mois, quand l'armée de secours arrive, ils essayent de prendre en tenaille les Romains. Mais en fait, ces Romains arrivent à tenir le choc. Ce qui fait que finalement, Vercingétorix va se rendre compte qu'au bout de 2 mois, il voit bien qu'il ne passera rien et il décide donc de se rendre. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à la défaite des Gaulois à Alésia. César ne détruit pas l'oppidum gaulois à l'issue de la bataille
Et donc du coup, cet oppidum va continuer à vivre et avec la fin de la guerre des Gaules et le début de la romanisation du territoire, va se transformer au 1er siècle de notre ère en une ville gallo-romaine. Et donc c'est pour ça aussi que toute cette histoire nous est parvenue, c'est parce que cette ville gallo-romaine a permis de continuer à faire exister le lieu. On peut supposer que si César avait détruit l'oppidum gaulois, peut-être qu'on aurait pu entendu parler d'Alésia, on n'aurait rien retrouvé dans les recherches, les fouilles archéologiques du 19e siècle. Alésia, aujourd'hui un musée au parc, à l'architecture circulaire, symbolisant l'encerclement des Gaulois par les Romains sur les lieux mêmes de la bataille. La prise d'Alésia marquera la fin des espoirs d'indépendance gaulois. Quant à Vercingétorix, César le fera prisonnier et l'emmènera à Rome pour l'exposer et l'humilier avant de le jeter dans un cachot, puis de le faire assassiner 4 ans plus tard dans un total anonymat. Mais auparavant, le dictateur romain sera retourné à Bibracte durant l'hiver 52-51 pour s'y reposer et achever la rédaction de ses commentaires sur la guerre des Gaules. Seul texte à ce jour à relater le siège d'Alésia. Dans les décennies vraiment qui suivent immédiatement la fin de la conquête de la Gaule par César, on voit l'apparition, la transformation en fait de la ville gauloise en ville romaine. Les élites éduennes vont avoir à cœur de manifester en quelque sorte leur adhésion au modèle romain en se faisant construire sur le sommet du mont Beuvray, donc à l'emplacement de ces capitales gauloises, des grandes maisons à la romaine, ce qui est colossal vraiment à l'époque et qui, par son organisation, par ses décors, par le confort également qu'elle présente, n'a vraiment rien à envier aux grandes maisons luxueuses de la Pompéi de la même époque. Ce qui va se passer au changement d'air, c'est que les habitants de Bibracte vont déménager et vont complètement abandonner leur capitale pour aller construire et développer une nouvelle capitale à 25 km de là, dans un site avec un relief beaucoup moins marqué. On est en bord de rivière, en bord d'Arroux, dans un site donc, où on a la possibilité de développer un urbanisme à la romaine extrêmement régulier, avec des grandes rues qui se croisent parfaitement à angle droit. Et cette ville, c'est l'actuelle ville d'Autun, Augustodunum, il y a 2000 ans. La ville d'Autun constitue le cœur de la présence romaine dans la région. Bibracte sera peu à peu abandonnée alors que la romanisation progresse. La Bourgogne devient à son tour gallo-romaine. En 470, après la chute de l'Empire romain et les invasions de toutes sortes, un peuple venu de Scandinavie, les Burgondes, s'installera un temps dans la région, créant un éphémère royaume burgonde dont il ne restera que le nom, Bourgogne. À la Gaule romaine unifiée des premiers siècles succéderont les dynasties des Mérovingiens de Clovis, puis des Carolingiens, dont le plus illustre d'entre eux, Charlemagne, sera sacré empereur romain d'Occident à Saint-Pierre de Rome le 25 décembre 800 par le pape Léon III. Charlemagne régnera sur un territoire aussi vaste que l'Europe. Mais quelques années après sa mort en 814, son empire vacille et la Bourgogne se retrouve au cœur des enjeux de succession. À la mort de Charlemagne, ses 3 petits-fils, Lothaire, Louis le Germanique et Charles le Chauve, ont voulu se partager cet empire. Le problème, c'est que Lothaire voulait tout et prendre la part de ses frères. Donc ils se sont poursuivis et se sont retrouvés de façon complètement fortuite à Fontenoy, en Puisée, ici en Bourgogne, en 841. Ils ont essayé de parlementer. Lothaire n'a rien voulu savoir et a donné rendez-vous à ses frères pour un jugement de Dieu. Le 25 juin 841. Il y a eu une bataille très sanglante qui n'a duré que 4 heures. 1300 cavaliers se sont engagés dans cette bataille.
Lothaire a perdu cette bataille, a pris la fuite et est retourné à Aix-la-Chapelle. Les trois frères se sont retrouvés 2 ans après au traité de Verdun. Ce traité est primordial car il a partagé l'empire de Charlemagne en 3 parties complètement distinctes. Louis le Germanique va avoir la Francie orientale qui va devenir l'Allemagne plus tard. Lothaire va avoir la Lotharingie et Charles le Chauve la Francie occidentale qui va devenir la France. Et c'est la première fois qu'est écrit le mot France dans un traité. La bataille historique de Fontenoy-en-Puisaye signe le véritable acte de naissance de notre pays, pour la première fois distinct de l'Allemagne sous l'Empire carolingien. Depuis plusieurs siècles déjà, la Bourgogne joue un rôle religieux important, grâce aux nombreux monastères qui s'y sont construits. La fondation et l'essor de l'abbaye de Cluny dès 1080 attestent du rayonnement de la région, considérée comme le cœur de l'Europe monastique. Cluny possédera l'une des plus riches bibliothèques de la chrétienté, et il en sortira plusieurs papes. Elle sera en grande partie détruite à la Révolution et démolie pierre par pierre. Bientôt, l'ordre clunisien comptera plus de 10 000 moines répartis dans 1200 monastères ou abbayes, du nord de l'Angleterre au sud de l'Espagne. À son apogée, Cluny cumulera puissance et richesse. À la fin du Xe siècle, en réaction à cette opulence religieuse, certains moines souhaitèrent revenir à plus de simplicité évangélique. Ce sera le cas des moines de l'abbaye de Molesme, dans le nord de la Bourgogne, qui décideront de s'éloigner de l'ordre clunisien. De cette abbaye sont partis des moines pour essayer de revenir à une vie plus simple, plus authentique, plus pauvre. Cela a abouti en 1198 à l'abbaye de Cîteaux. À l'époque, c'était une région marécageuse. Alors, ce que l'on sait au niveau des moines de l'époque, c'est qu'ils ont effectivement accompli un travail gigantesque avec les moyens de l'époque. Ils ont asséché des marais, ils ont drainé l'eau, ils ont créé aussi une rivière. Et aujourd'hui encore, on se demande comment, avec les moyens de l'époque, ils ont pu faire un ouvrage d'une telle précision. Le propre des moines cisterciens, c'est d'avoir un équilibre entre le travail et la prière. Cela rejoint ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait et on a aujourd'hui 7 temps de prière par jour, ce qui représente à peu près 4 heures de prière par jour. Après, il y a différentes sortes de travaux. À l'époque, ils avaient de l'agriculture, ils avaient des champs pour être autonomes au niveau de leur nourriture. Plus, bien sûr, tous les travaux d'entretien des bâtiments, tout ce qui est nécessaire à une abbaye. Donc, lorsque les 20 moines sont partis de l'abbaye de Molesme, ils sont partis avec un certain Robert de Molesme, qui était l'abbé du lieu et qui voulait lui aussi revenir à cette pureté de la règle. S'est joint à eux aussi Étienne et Albéric, et Étienne, Albéric et Robert ont été les 3 fondateurs de l'abbaye de Cîteaux. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vécu une vie extrêmement pauvre, au point de douter de leur vocation et de l'appel de Dieu dans ce lieu. Jusqu'au jour où un certain Bernard de Clairvaux est arrivé. À partir de ce moment-là, les choses ont commencé à changer radicalement. Les vocations ont afflué et jusqu'à grossir et envoyer
effectivement des moines pour faire leur première fondation. Sous l'impulsion du jeune Bernard de Clairvaux, l'ordre cistercien deviendra une force politique dans la chrétienté du XIIe siècle. Arrivé à Cîteaux quelques années après sa fondation, le jeune Bernard devient en peu de temps une figure charismatique et un maître spirituel. En 1146, c'est à lui que le nouveau pape Eugène III demande de prêcher la deuxième croisade. L'événement se déroula en Bourgogne, à Vézelay, en présence du roi Louis VII et de la reine Aliénor d'Aquitaine. Bernard a l'idée de promettre l'absolution de tous les péchés commis à tous ceux qui prendraient la croix. Le lieu du prêche n'avait pas été choisi au hasard. Vézelay était l'une des principales destinations de pèlerinage en Occident, en raison de la présence de reliques attribuées à Marie-Madeleine. Il y a eu aussi un autre facteur très important qui a été ce que l'on appelle les maisons-filles, c'est-à-dire une abbaye envoie des moines. L'abbaye qui a envoyé des moines devient une maison-mère et il y a une maison-fille. L'abbaye elle-même, maison-fille, à son tour grandit et crée d'autres monastères. C'est ainsi que dans les XIIe, XIIIe, XIVe siècles, il y avait une extension considérable de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordre cistercien. L'abbaye de Fontenay a été créée en 1118 par saint Bernard de Clairvaux. C'est donc la fille de Clairvaux et la petite-fille de Cîteaux. Cette abbaye cistercienne, elle a une particularité, comme toutes les autres, c'est qu'elle est fondée sur un leitmotiv. Le leitmotiv des cisterciens, c'est « ora et labora », prière et travail. Donc vous retrouvez particulièrement à l'abbaye de Fontenay les différents bâtiments conventuels, soit l'abbatiale, le dortoir, le scriptorium, la salle capitulaire, le chauffoir. Puis pour la partie civilisation, labora, le travail, la forge de Fontenay. La forge de Fontenay qui a été au XIIIe siècle la plus grande forge d'Europe. Le début de la forge, c'est la main de l'homme avec une enclume et le départ, c'est des moines ou des artisans qui forgent. Et ces moines cisterciens, ce ne sont pas simplement des religieux, ce sont aussi des ingénieurs avant le terme. Ils vont créer à Fontenay le martinet, une sorte de marteau qui est emmené par un arbre à cames et par la force hydraulique des cours d'eau du rue de Fontenay. Et ils vont pouvoir décupler la production de fer, d'outils, qui va faire un peu la puissance de l'abbaye de Fontenay en ce début de XIIe siècle. Au jour le jour, suivant la règle de saint Benoît, les moines cisterciens travaillent et prient, attachés à la pauvreté, à l'humilité et à l'étude des textes bibliques, comme ils le font toujours aujourd'hui. L'ordre cistercien continuera de jouer un rôle de premier plan dans l'histoire religieuse du XIIe siècle, en essaimant dans toute l'Europe occidentale. Deux siècles plus tard, en 1361, c'est le début d'une nouvelle ère pour la Bourgogne. En pleine guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, le quatrième fils du roi, Jean de Lebon, se voit confier la charge du duché de Bourgogne. À l'instar des rois, les ducs valois succèdent aux ducs capétiens.
Dans l'historiographie contemporaine, depuis le XIXe siècle, on raconte l'histoire un petit peu romantique de cette lignée de 4 ducs, de père en fils, qui commence tout petit avec le duché de Bourgogne et qui termine avec Charles le Téméraire, qui a réuni un ensemble territorial entre la France et l'Empire, immense, depuis la Frise jusqu'à Mâcon, et qui fait la guerre à Louis XI et qui aurait menacé Louis XI, qui perd tout sur une bataille à Nancy en 1477, tragédie romantique. Philippe le Hardi sera le premier de nos ducs de la dynastie Valois, mais au départ, c'était Philippe, duc de Touraine. Mais à 14 ans déjà, il se retrouve sur la bataille de Poitiers aux côtés de son père. Père, gardez-vous à droite, gardez-vous à gauche. Tellement courageux qu'on le surnomme le Hardi. Et pour ce courage, il recevra le duché de Bourgogne. Le duché de Bourgogne qui était déjà très riche à l'époque. Et en plus de tout ça, eh bien, il va épouser Marguerite des Flandres. Marguerite des Flandres qui va lui apporter les Flandres, la Franche-Comté. Philippe le Hardi, c'est un sage, c'est un prudent, c'est aussi un bon père de famille, 10 enfants, qui revient régulièrement en Bourgogne voir ses enfants, qui apparemment aimait beaucoup sa femme et qui a tout fait pour la fortune et la paix de la Bourgogne. C'était aussi un fin politique. Il est reconnu. C'est le premier négociateur d'Europe. Il lutte contre la fin du grand schisme à Avignon, il y avait 2 papes en même temps. Il lutte pour le retour de la paix, pour la paix avec l'Angleterre. Il n'aime pas la guerre. Et vraiment, il a une vision à long terme qui est assez intéressante. Sur le blason de Philippe le Hardi, nous retrouvons les bandes azur et or, qui sont l'ancienne Bourgogne des ducs capétiens. Sur 2 quarts, nous allons retrouver la fleur de lys, puisqu'il était un membre de la famille royale. Et tout autour, un liseré rouge et blanc qui rappelle sa première possession, la Touraine. Son fils, Jean sans peur, a beaucoup plus d'implication au niveau national dans la guerre de Cent Ans, dans la guerre entre Armagnac et Bourguignon. Jean sans peur va être tuteur du roi Charles VI, qui est fou. Le roi de France est fou, et donc on ne sait plus qui est roi de France. Et le duc de Bourgogne va essayer, on va dire, de sauver la France, d'aider Charles VI. D'autres vont dire de mettre la main sur la France. Et il délaisse un petit peu son comté de Flandre, son duché de Bourgogne. La rivalité avec le roi de France est devenue très importante et en fin de compte, Jean sans peur fait assassiner le frère du roi, le duc d'Orléans, et il se promène à Paris en disant qu'il a délivré la France d'un dangereux tyran. Pour cela, il sera surnommé sans peur, mais pour cela aussi, il sera assassiné 10 ans après par la famille royale. Donc ce duc aura eu entre guillemets, une moindre importance dans l'histoire de la construction du duché de Bourgogne. Son fils, Philippe le Bon, c'est le plus connu. Il est riche, il a une prestance européenne, même mondiale. Mais à côté de ça, c'est un prince volage, un prince bon vivant, un prince qui n'aime pas trop gouverner. On lui accorde une 20aine de maîtresses, une 30aine de bâtards. À l'époque, c'est pas ce qui lui est reproché le plus. En revanche, on dit qu'il se couche tard, qu'il se lève tard, qu'il écoute sa messe à 2h de l'après-midi, ce qui est vraiment terrible pour l'époque. C'était la fête perpétuelle avec Philippe le Bon. Et c'était aussi, bien sûr, une manière de paraître, puisqu'il règne sur des territoires qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même culture. Eh bien, il faut mettre beaucoup d'apparat pour impressionner, pour asseoir sa puissance. Son fils, Charles le Téméraire, c'est le plus flamboyant des ducs. Les historiens hésitent à l'appeler Charles le Hardi ou Charles le Téméraire. Ses partisans, et il y en a beaucoup, le présentent comme un prince éclairé, un prince de la Renaissance, quelqu'un qui est dans les livres, dans les bibliothèques, qui se prend pour Alexandre ou pour Jules César. Le rêve de Charles le Téméraire, c'est de devenir roi. Il n'est que duc, il est 3 fois duc, mais il n'est que duc. Il voudrait devenir roi. Il se retourne contre son cousin Louis XI, qui a mauvaise réputation. Pas forcément par ambition, mais par une sorte d'obsession de la justice. Louis XI m'a attaqué, il est en tort, il n'a pas tenu sa parole, donc je dois rétablir la justice, même si je suis 3 ou 4 fois plus faible que lui d'un point de vue financier et d'un point de vue militaire.
Et puis Charles le Téméraire va un peu trop loin, il attaque les Suisses, et il subit deux défaites à Granson et Morat. Il n'a plus d'armée, plus de canons, il essaie de récupérer une armée à la va-vite et il se précipite sur Nancy qui vient de se révolter en plein hiver. Il se bat 1 contre 10, il n'a aucune chance, c'est magnifique et dérisoire, et finalement il va à la bataille lui-même et il meurt, ce qui n'arrive jamais à un prince de mourir sur un champ de bataille. Et en France, c'est ressenti comme l'effondrement d'un rêve, l'effondrement de la Bourgogne, la fin de la Bourgogne, puisqu'effectivement la Bourgogne à ce moment-là va être reprise par Louis XI. Mais le rêve bourguignon continue parce que toutes les terres qui avaient été réunies dans les Pays-Bas, la Flandre, l'Artois, la Frise, le Brabant, restent unies entre les mains de la fille de Charles le Téméraire, puis de Philippe le Beau, puis de Charles Quint, et ça va donner la future Belgique, les Pays-Bas, qui sont aujourd'hui l'héritage de ces grands-ducs d'Occident. Mais les ducs de Bourgogne sont aussi connus pour leur mécénat artistique. Cela commence dès le premier duc, Philippe le Hardi, à la suite de son mariage avec Marguerite de Flandre. Il décide de faire venir en Bourgogne les plus grands artistes qui œuvrent dans ces nouvelles possessions du Nord. Il a en tête l'édification d'une nécropole au sein d'un monastère aux portes de Dijon. Ainsi naîtra la Chartreuse de Champmolles, un prestigieux tombeau pour la lignée des ducs valois, grand-ducs d'Occident. Philippe le Hardi fait venir un artiste de Flandre, puisque lui était comte de Flandre et duc de Bourgogne, c'était assez facile, et c'est Claus Lüthers qui va venir s'installer réellement en Bourgogne et qui va y travailler pendant une 30aine d'années. Ça a eu une importance européenne dans l'histoire de l'art parce que le savoir-faire de Flandre se déplace sur la Bourgogne et va entrer en contact avec l'Italie. On va en garder quelques œuvres extraordinaires, les Pleurants des ducs de Bourgogne, la Vierge du trumeau de la Chartreuse de Champmolles, qui est superbe, le Christ aussi, il nous en reste quelques éléments, quelques fragments. C'est du XIVe siècle et c'est magnifique. Et Lüthers fait à Dijon des choses que personne d'autre ne sait faire. Le puits de Moïse, c'est un vestige d'un ensemble un peu plus important. Il faut vraiment imaginer le puits de Moïse comme le piédestal d'une croix qui se dressait au-dessus avec un Christ en croix, justement, qui le surmontait. Et ce piédestal est orné de 6 statues de prophètes qui sont d'une qualité, d'une fidélité dans la reproduction des traits, dans l'humanisme presque, finalement, de leur visage, le traitement de leurs mains, de leur peau, de leur chevelure, du drapé de leurs vêtements, qui sont d'un niveau presque jamais atteint, en fait, jusqu'alors. Le chantier de la Chartreuse de Champmolles, c'est environ 1380, 1410, donc c'est 30 ans. D'ailleurs, la Chartreuse de Champmolles est considérée comme l'un des foyers artistiques les plus importants de l'époque, à l'échelle européenne. Il a souvent été dit qu'à travers justement la qualité de réalisation de Slaughter, mais aussi de son atelier, il n'était pas seul à travailler, et de tous les artistes qui ont œuvré à la Chartreuse, eh bien, il y avait une sorte de prémisse de la Renaissance qui allait arriver quelques décennies plus tard. Le Palais des Ducs et des États de Bourgogne aujourd'hui est un patchwork, si on peut dire, d'architecture de différentes époques, sur 500 ans environ. Il y a les vestiges, des très beaux vestiges de l'époque des ducs valois, puisque Philippe le Hardi, puis ses successeurs, et notamment Philippe le Bon, vont reconstruire un premier hôtel ducal déjà existant. Parmi les constructions restantes de cette époque, on trouve le logis ducal, vraiment l'hôtel du duc Philippe le Bon, avec la tour Philippe le Bon qui domine aujourd'hui encore la ville.
Dans ce palais, lorsqu'il descendait en Bourgogne, ce qui était quand même extrêmement rare, se tenaient de grandes réceptions, d'immenses banquets. Vous avez vu les cuisines ducales, 6 cheminées autour de nous, chacune pouvant accueillir un bœuf. Donc des immenses banquets très très importants pour le prestige. Ainsi, au-delà du prestige politique immense qui était le leur, les ducs de Bourgogne marquèrent leur époque par des choix artistiques forts, symboles de leur puissance. Du sommet des églises au recoin des ruelles ou des toits dijonnais. Mais il est un domaine auquel les ducs prêtèrent une attention toute particulière. Leur domaine viticole. On connaît bien aujourd'hui le vin de Bourgogne et dans les archives, on retrouve des dons du duc de Bourgogne qui va donner des muids de vin au pape ou au roi de France, des muids de Bourgogne. Donc est-ce qu'il y a une diplomatie par le vin? Est-ce qu'il va être le premier promoteur de l'excellence du Bourgogne? Il semblerait. Au-delà de l'instrument politique, diplomatique que constituait le vin, au même titre que les arts d'ailleurs, eh bien, Philippe le Hardi a œuvré d'une certaine manière à l'amélioration de la qualité du vin. Alors en tout cas, il a souhaité l'améliorer à travers une ordonnance en 1395 qui souhaitait que le gamay, donc le cépage déloyal, comme c'est mentionné, soit arraché de manière à favoriser l'autre cépage rouge de Bourgogne, le pinot noir, donc qui a un rendement certes plus faible, mais qui donne un vin plus qualitatif. C'est presque une première charte de qualité qui est posée par le pouvoir politique en place en Bourgogne. Donc vraiment un intérêt prononcé pour la question du vin en Bourgogne dès l'époque des ducs. Et cela correspond d'ailleurs à un moment où la question de la culture du vin s'affine, s'organise au sein des communautés religieuses, notamment chez les cisterciens. En effet, dès leur installation dans la région, les moines cisterciens œuvrèrent au développement de la vigne sur les coteaux ensoleillés de la région. À tel point que ces vignes produisirent, grâce à leur travail, des grands crus aux renommées mondiales, comme le Romanée Conti, réputé aujourd'hui le vin le plus cher du monde. Nous voici au Clos de Vougeot, où au début du XIIe siècle, les moines de l'abbaye de Cîteaux, située non loin de là, fondent un domaine doté de bâtiments viticoles et travaillent à poser les bases de l'œnologie moderne. Les moines ne plantent pas la vigne. Généralement, ils reçoivent de la vigne plantée. Parce qu'on sait qu'en Bourgogne, la vigne est attestée depuis le 1er siècle après Jésus-Christ. Ces vignes sont données par des laïcs, des nobles, qui, à la veille de leur mort, font don de parcelles à l'abbaye afin que les moines prient pour le salut de leur âme et donc favorisent l'accession de leur âme au paradis. Ils ont une force de travail qui est considérable parce qu'ils vont embaucher des frères convers. En fait, ils vont prendre des vignerons qu'ils vont transformer en moines travaillants. Donc les frères convers sont des moines qui travaillent, qui sont dédiés au travail et donc qui ont une bonne connaissance de la viticulture et par-delà, ils vont pouvoir faire fructifier leurs vignes. Au quotidien, ils sont une vingtaine. Ils logent sur place, ils vivent sur place. Donc il y a une petite chapelle pour les prières, un petit réfectoire également. Comme ça évite aux moines de rentrer tous les soirs à la communauté. Après, donc, le travail de la vigne correspond grosso modo à ce qui se fait aujourd'hui. Donc, ils pratiquent plusieurs façons de culture. En gros, ils vont bêcher une fois au printemps, 2 fois l'été et une fois juste avant la vendange. Ils taillent avec des petites serpettes. Le transport de la vendange se fait en hotte ou en panier jusqu'au pressoir ou jusqu'à une charrette qui amène la vendange au pressoir. Parmi le bâti, on a le cellier, qui est le bâtiment le plus ancien, qui date de la fin du XIIe siècle. Donc le cellier, c'est l'endroit où on va stocker les pièces de vin, avec à l'étage un aménagement pour faire dormir les frères convers qui travaillent sur place.
On va y adjoindre à la fin du Moyen-Âge une cuverie, donc un gros bâtiment carré, très bas de plafond, si vous voulez, qui est destiné à la vendange. Donc c'est organisé en carré. Les charrettes vont rentrer dans la galerie, vont déposer leur vendange directement dans les pressoirs qui sont dans les angles. Le raisin va être pressé sur place, entonné sur place, et les charrettes ressortent récupérer d'autres vendanges. Le clos, c'est un héritage de la loi Burgonde. Lorsque la viticulture se développe, eh bien, on va vouloir clôturer pour marquer bien sûr une limite qui est de la propriété, mais aussi donc empêcher les animaux de rentrer. Et c'est pour ça qu'en Bourgogne, on a ces nombreux clos qui sont vraiment un héritage très ancien. La renommée mondiale des vins de Bourgogne est bien le fruit du labeur des moines cisterciens. Mais il est impossible de ne pas associer à cette épopée vitivinicole les célèbres ducs de Bourgogne qui en sont les premiers ambassadeurs. Mais la région vit aussi des temps troubles et incertains. Épidémie de peste noire, guerre de 100 ans, bandes de soldats errants appelés les écorcheurs, qui mettent à mal les campagnes en pillant les récoltes. Les pauvres et les malades cherchent alors refuge dans les villes. À Beaune, un couple de riches dignitaires se dressa en rempart contre cette misère. Leurs noms, Nicolas Rolin et Guigone de Salins. Nicolas Rolin est choisi par Philippe le Bon pour être d'une part son avocat et ensuite son chancelier et son garde des Sceaux en quelque sorte. Et donc Nicolas Rolin donc, a avoir un rôle très important au sein du duché de Bourgogne. Il est un peu le bras droit du duc de Bourgogne. D'ailleurs, il est représenté comme ça sur certaines enluminures de manuscrits. C'est un proche du duc de Bourgogne. On est dans une période troublée, cette période de la première moitié du XVe siècle. On est encore avec la guerre de 100 ans. Nicolas Rolin va donc proposer la construction de cet hôpital pour accueillir les pauvres malades. Nicolas Rolin a fondé donc cet hôtel-Dieu le 4 août 1443 sur le parvis de l'église Notre-Dame de Beaune, devant les Beaunois assemblés. Et il a donc décrit à la fondation qu'il allait faire pour la ville, cette fondation donc hospitalière pour accueillir les pauvres indigents de la ville et des environs bien sûr. On remarque donc cette très grande façade de pierre qui mesure plus de 75 mètres de long, avec des ouvertures qui éclairent la salle des pauvres et au chevet la chapelle. Et puis de l'autre côté, de l'entrée principale, on a tout le pavillon des dames hospitalières qui étaient chargées de prodiguer les soins. Et vous avez aussi cette grande flèche qui mesure 50 mètres de haut qui signale en fait l'entrée de l'Hôtel-Dieu. La cour d'honneur, en fait, c'est une cour d'hôpital, donc où en fait tout le monde se croise, parce qu'il y a beaucoup d'activités autour de cette cour. Il faut imaginer, il y a quand même 30 pauvres malades qui sont accueillis à l'Hôtel-Dieu. Il y a au moins une quinzaine de dames hospitalières. Il y a des chambres particulières pour des malades payants aussi. Vous avez au minimum une centaine de malades, voire parfois 200 en cas d'épidémie, enfin de pandémie et d'accueil de malades en nombre important. Cette grande salle des pauvres, cette grande salle d'ailleurs, on l'a appelée grande salle au départ, hein. C'est une sorte de palais. On avait de part et d'autre 15 lits, donc 15 lits d'un côté et 15 lits de l'autre. Et dans chaque lit, on pouvait accueillir 1 ou 2 malades.
Et puis donc cette voûte lambrissée qui est magnifique avec des décors peints, des sculptures, toute une frise de personnages alternant avec des animaux et des personnages monstrueux qui avalent les poutres qu'on appelle des engoulants. Tout ça a été rehaussé de couleurs et d'or. C'est un peu aussi un vaisseau d'église puisque à l'extrémité vous avez la chapelle. À l'époque, donner aux pauvres, c'était aussi donner au Christ, puisque les pauvres étaient l'image du Christ souffrant sur terre. Et donc, lorsque l'on accomplissait les œuvres de miséricorde, eh bien, on gagnait son paradis. Pour orner l'autel de la chapelle, Nicolas Rolin s'est adressé donc à un peintre de renom qui était Roger van der Weyden, pour peindre le retable que l'on dit du jugement dernier, donc qui était destiné à être ouvert les jours de fête donc, et les dimanches. Et on découvrait donc cette scène du jugement dernier. Donc ce grand retable, qui mesure près de 5 mètres de long et 2,20 mètres de haut, et refermé ensuite les jours ordinaires, et on découvre donc les portraits de Nicolas Rolin et de son épouse Guigonne de Salins, qui sont tous les deux en prière face à Saint-Sébastien et Saint-Antoine. Ces peintres flamands maîtrisaient parfaitement la perspective et jouaient énormément sur ces décalages et pour faire vraiment pénétrer l'œil dans la peinture. Ces peintres et ces sculpteurs possèdent des techniques remarquables et notamment ce sont les Flamands qui vont développer la technique de la peinture à l'huile qui va un peu révolutionner la peinture en général et qui va faire un peu la réputation de ces peintres flamands et de ces peintures qui étaient même exportées en Italie. À la beauté lumineuse des œuvres de charité des Hospices, les toits bourguignons répondaient par une élégante parure multicolore de tuiles vernissées, aux motifs géométriques tels des jacquards et aux reflets éclatants inoubliables. À la mort de Charles le Téméraire en 1477, c'en est fini de l'État bourguignon. Les rêves d'un puissant royaume de Bourgogne se sont envolés. Louis XI en profite pour ramener le duché de Bourgogne dans le giron de la France. Le comté restera sous domination impériale puis espagnole pendant près de 2 siècles. Il faudra en effet attendre le roi Soleil et de nombreuses batailles pour que la Franche-Comté rejoigne à son tour le royaume de France. C'est grâce à son maréchal ingénieur et architecte Vauban que Louis XIV y parviendra. Nous voici donc au château de Bazoches, dans le Morvan, demeure du maréchal de Vauban. En France, aujourd'hui, 8 millions de personnes qui vivent à l'ombre d'une fortification Vauban. Aujourd'hui. Donc effectivement, on connaît du maréchal, donc le bâtisseur. Mais effectivement, quand on vient à Bazoches, on apprend beaucoup d'autres choses sur le personnage. D'abord qu'il était militaire, puisqu'effectivement, Vauban allait au combat. Également les pistoliers. Vauban a beaucoup écrit. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le pays par cœur. On a comptabilisé que Vauban, dans sa vie, a parcouru 180 000 km à cheval. Ça correspond à la moitié de la distance Terre-Lune. Donc il connaissait le pays par cœur. Et dans ses oisivetés, il a écrit tout ce qu'il avait pu voir sur le pays. En 1675, la grande façade ouest n'existe pas. C'est lui qui l'a construit. Il l'a construit pour y mettre son cabinet d'études, là où travaillaient ses ingénieurs. Et c'est assez émouvant de se dire que c'est dans cette pièce qu'une grande partie de la stratégie du territoire a été pensée, imaginée, dessinée, avant d'être soumise à Louvois et à Louis XIV. Vauban était le contraire du courtisan. Malgré ça,
Louis XIV le considérait comme son plus fidèle serviteur. D'ailleurs, Vauban est la seule personne à qui Louis XIV ait dit « Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête, même si ça doit me déplaire, je le ferai ». Donc il y avait véritablement une confiance du monarque vis-à-vis de son maréchal qui vraiment était unique. Au XVIIe siècle, le comté de Bourgogne appartient au royaume d'Espagne. Le roi Soleil va se lancer dans une politique de conquête de ces territoires, au nom de son épouse Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne elle-même. Les Français tenteront plusieurs fois de prendre la ville de Besançon. En 1674, la ville finit par rendre les armes au bout d'un dernier siège de 27 jours. La future Franche-Comté est enfin rattachée au royaume de France et les travaux d'une très grande citadelle peuvent commencer. Besançon a la particularité d'être construite au cœur d'un méandre du Doubs, c'est-à-dire que le Doubs vient former une boucle naturelle autour de la ville. Le quatrième côté étant fermé par cette colline, le mont Saint-Étienne. Donc de tout temps, on s'est implanté au cœur du méandre parce que c'est géostratégique, naturellement protégé par la rivière. Et ce qui fait tout l'art de Vauban, c'est l'adaptation au terrain. Vauban, ce n'est pas du tout la citadelle standard. Sur cette colline Saint-Étienne, il se retrouve face à un terrain très rocheux qu'il va exploiter, excaver le sommet sur 5 mètres de profondeur, récupérer la matière première pour la construction. Il va aussi édifier sur les côtés est et ouest des murailles qui font entre 15 et 20 mètres de hauteur parce que lui-même, en assiégeant Besançon, avait placé ses batteries d'artillerie sur les collines voisines. Donc cette fois, il ne veut pas qu'on lui fasse la même chose. Il va créer des fronts bastionnés, c'est-à-dire des lignes de défense équipées d'artillerie pour protéger la citadelle, et il étage ses fortifications selon la pente pour créer plusieurs niveaux de tir. Ce qui fait que cette citadelle, qui s'étend sur plus de 11 hectares, avec 3 fronts bastionnés, des murailles absolument impressionnantes, est réputée imprenable. Quand on regarde la citadelle, ce qui marque le paysage, ce sont notamment les guérites de surveillance qu'on appelle respectivement la guérite de la reine et la guérite du roi, qui sont surmontées d'une fleur de lys pour la reine, 2 fleurs de lys pour le roi, qui étaient plus puissants. Elles sont placées au bout des remparts et sont très visibles de très loin. Les endroits remarquables sont aussi le corps de place, avec tous les bâtiments nécessaires à la vie quotidienne. Il faut quand même savoir que la citadelle pouvait accueillir jusqu'à 2000 soldats, selon les époques. Donc tout était fait ici pour vivre en autarcie. Donc vous aviez l'arsenal pour les armes, le moulin qui fonctionnait avec des chevaux. Vous avez évidemment les zones de défense avec les fossés de 17 mètres de profondeur, les demi-lunes, les demi-bastions qui donnent la fameuse forme étoilée si chère à Vauban. Selon l'adage, ville attaquée par Vauban, ville prise, ville défendue par Vauban, ville imprenable. Avec Vauban, Besançon tombe en 27 jours de siège, défendue par Vauban, jamais prise, jamais attaquée. C'était vraiment un élément très dissuasif parce qu'il n'a pas seulement fait la citadelle mais l'enceinte urbaine. Personne ne s'est approché de Besançon. Il y a eu une période en 1814, au moment où les Autrichiens occupent la France, mais il s'agit davantage d'un blocus de la région que d'un siège dans les règles de l'art. Dans l'histoire, la seule véritable fois où la citadelle va être occupée par une armée étrangère, c'est par l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale. Suite au traité de Nimègue en 1678, la Franche-Comté est devenue officiellement une région française. Besançon en est la capitale. Mais la frontière a été repoussée plus à l'est, et il faut donc fortifier plus loin pour prévenir les attaques ennemies. À l'instar de Besançon, Belfort sera à son tour fortifié par Vauban. Belfort, point de passage obligé entre les Vosges et le Jura. Porte d'Alsace pour les uns, porte de Bourgogne pour les autres. La trouée de Belfort, comme la nomment les militaires, montre bien la situation stratégique qui fut la sienne au cours des siècles pour les populations venant de l'Est. En 1870, la Prusse est dirigée par un homme de fer, Bismarck, qui pousse la France à la guerre pour œuvrer à la réunification de toute l'Allemagne. La guerre est rapidement perdue par les Français.
Le Second Empire de Napoléon III n'y survivra pas. Belfort est assiégé par l'armée prussienne et la ville est défendue donc par le colonel Denfert Rochereau. Denfert Rochereau a pris une décision, celle de ne pas se rendre. Et donc par conséquent, il va organiser une résistance systématique. Bien entendu, la ville est soumise au bombardement. Sans arrêt, les Prussiens bombardent la ville, bombardent le château. Denfert Rochereau fait riposter ses hommes avec les moyens dont il dispose. Denfert Rochereau est conscient qu'un armistice sera signé prochainement. Par conséquent, il n'est pas question de se rendre aux Prussiens. Il refuse de recevoir les envoyés prussiens pour tenter de négocier, systématiquement. Et Denfert Rochereau ne capitulera que sur ordre du gouvernement français, et non pas sur une injonction prussienne. Pour valoriser le courage des Belfortins et des troupes qui ont défendu la ville, donc la ville décide de faire ériger une statue commémorant donc cette résistance. Ça sera le lion de Belfort. Les travaux sont confiés à l'architecte Bartholdi. Il débute en 1873. Le lion est en grès des Vosges. Il mesure 22 mètres de long sur 11 mètres de haut. C'est donc une statue gigantesque qui est installée au pied du château. Au départ, il devait regarder vers l'Allemagne en rugissant, mais les Allemands ont protesté, considérant que c'était de la provocation. Donc Bartholdi lui a fait opérer un demi-tour et maintenant le lion montre à l'Allemagne son arrière-train, ce qui n'est guère mieux, entre nous soit dit. Au traité de Francfort, l'Allemagne réclame donc l'annexion de l'Alsace-Lorraine. À l'exception de Belfort, en raison du courage et de l'héroïsme des habitants et des troupes, eh bien, Belfort sera exclu du traité de Francfort, avec 105 communes environnantes. Belfort prendra le nom de territoire, puisque ce n'est pas un véritable département, et sera rattaché plus tard à la Franche-Comté. Conséquence de la guerre de 1870, l'Alsace-Lorraine est annexée par l'Allemagne réunifiée et de nombreux industriels alsaciens et lorrains déménagent leurs usines côté français. Ce sera le cas de la Société alsacienne de construction mécanique qui fabriquait des locomotives à Mulhouse. Elle sortira un siècle plus tard sous la marque Alstom, la première rame du TGV français des usines de Belfort, donnant à la ville une réputation internationale. Mais en cette fin de 19e siècle, d'autres endroits en Bourgogne-Franche-Comté verront leur tradition manufacturière prendre une ampleur nouvelle avec l'industrialisation. Aux fourneaux, canaux et chemins de fer s'ajouteront au paysage.
Ce sera le cas du Creusot. Le Creusot des Schneider commence véritablement le 1er janvier 1837. C'est à ce moment-là que les deux frères Schneider, Adolphe, l'aîné, Eugène, le cadet, deviennent les gérants des établissements Schneider Frères et compagnie, et donc du coup vont accompagner les destinées de l'usine du Creusot pendant toute leur existence. On les a appelés maîtres de forge, ce terme de maître de forge qui existait déjà depuis très longtemps et qui traduisait véritablement une sorte d'excellence industrielle. C'est le sommet de la pyramide des industriels, le maître de forge. La caractéristique des usines du Creusot, c'est qu'en fait, il s'agissait d'un site intégré qui partait de la matière première, le charbon, le minerai de fer qu'on extrayait localement et qui allait jusqu'au canon, jusqu'au blindage, jusqu'au rail. Vous avez notamment un atelier qui est formidable, c'est la forge. Vous avez des fours aussi, bien évidemment, parce qu'il faut réchauffer le métal et tout ça mis en scène donne une maquette animée qui est vraiment une célébration extraordinaire du travail industriel et en particulier du travail du forgeron. Cette maquette a été réalisée à la fin du 19e siècle et donc elle fonctionne toujours. À partir des années 1850, il faut loger cette masse d'ouvriers qui vient très souvent du Morvan. La plupart du temps, ce sont des paysans morvandiaux qu'il va falloir transformer en quelque sorte en ouvriers. Le nombre d'ouvriers n'a cessé de croître jusqu'à la Première Guerre mondiale. On arrive en fait en 1914 avec entre 10 et 12 000 ouvriers. Alors comment arriver à administrer en quelque sorte une telle masse d'ouvriers? Eh bien petit à petit, les deux frères Schneider, Eugène seul ensuite, ont imaginé ou ont mis en œuvre une doctrine qu'on pourrait appeler le paternalisme. Il y a toute une série de services qui sont proposés aux ouvriers, aux enfants d'ouvriers et aussi à l'ouvrier qui n'a plus la force de travail, qui est obligé de quitter son poste. En fait, on s'aperçoit que l'entreprise est capable d'accompagner les Creusotins, les habitants du Creusot, depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Alors, l'image peut être choquante, frappante, mais c'est une réalité. Il y a des écoles Schneider, il y a l'usine Schneider, et vous avez aussi, à la fin du 19e siècle, un hôpital, l'Hôtel-Dieu, qui est créé par Henri Schneider, donc celui qui caractérise la deuxième génération de la dynastie des Schneider. Donc entre 1837 et la Première Guerre mondiale, le paysage creusotin s'est profondément modifié. Et ce qui est spectaculaire, c'est de voir l'extension à la fois de l'agglomération creusotine, mais aussi de ses usines. On est loin de la petite manufacture qui existait au départ, de cette petite tache industrielle dans le paysage. On a véritablement un fleuve industriel. Donc le Creusot, ce ne sont pas que des usines, des bâtiments, des machines, ce sont aussi des ouvriers. C'est un personnel hautement qualifié qui a souvent été célébré à travers des peintures, à travers des sculptures. Il y a toute une statuaire en fait qui le représente au travail avec ses compétences propres qui met notamment en avant le forgeron, le personnage du forgeron. Au milieu du XIXe siècle, la peinture réaliste est surtout représentée par Courbet. Mais il se trouve que la Bourgogne étant une grande terre d'industrie, elle a aussi attiré des peintres qui se sont focalisés sur les grands établissements, les grandes usines. Et parmi eux, le plus célèbre, c'est François Bonhomet. François Bonhomet dit le forgeron. Il
s'agit d'une véritable célébration de l'industrie où il met en scène le feu de la forge, le feu des hauts fourneaux et aussi le travail de l'ouvrier. Une importance vraiment portée au geste de l'ouvrier, portée à la technique propre à chaque métier de l'ouvrier. La Bourgogne est surtout connue pour la moutarde, pour ses grands vins, pour sa gastronomie, mais elle possède aussi des objets techniques de premier plan et en particulier, au Creusot est toujours conservé un marteau-pilon de 100 tonnes qui a caractérisé la force de l'industrie locale, notamment au moment où on a commencé à produire des canons de gros calibre et des blindages pour la marine. Autre fierté régionale, industrielle et dynastique, le fauve sochalien ou l'épopée de la famille Peugeot qui, depuis plus de 200 ans, n'aura cessé de transformer la région, poursuivant sa route en pays de Montbéliard. L'histoire de l'aventure Peugeot commence en 1810, lorsque les 4 frères de la famille Peugeot vont fonder 2 sociétés totalement distinctes, une aciérie et une industrie textile. Alors les premières productions Peugeot, c'est l'acier laminé qui va donner naissance à une branche d'outillage, d'outils à bois, dont la lame de scie. Et la lame de scie est très importante pour Peugeot, puisqu'en inventant la lame de scie moderne, toutes les lames de scie aujourd'hui dans le monde sont fabriquées sur des brevets déposés par Peugeot au début du 19e siècle, eh bien va naître le lion Peugeot. Si aujourd'hui sur toutes nos voitures vous allez retrouver le lion, c'est parce qu'un jour Peugeot a inventé la lame de scie moderne. En fait, pour symboliser son meilleur outil, celui qui est connu dans le monde entier, eh bien Émile Peugeot va choisir de reprendre les 3 meilleures qualités de sa lame de scie, que sont la rapidité, la flexibilité et la robustesse, et le tranchant, exactement comme un lion, dont l'échine est souple et lui permet de bondir sur sa proie, et dont les dents acérées lui permettent de mettre à mort sa proie. Armand Peugeot, le fils d'Émile Peugeot, qui a donné son logo à la marque, c'est le fantasque de la famille. Il a plein d'idées, et lorsqu'il fait son voyage d'études en Angleterre, il va ramener en France quelque chose qui est passé totalement inaperçu. C'est le cycle. Et les Français qui ne connaissaient pas le cycle vont en être très friands. Et à peine le vélo est lancé, à peine ce succès faramineux lancé, eh bien Armand Peugeot se lance déjà vers autre chose. Et il va créer la première automobile, que sera le type 1 Peugeot Serpollet. La type 1 Peugeot Serpollet passe totalement inaperçue à l'exposition universelle. Tout le monde ne veut voir que les vélos. La voiture n'a pas encore trouvé son public. L'automobile se développe dans les mêmes usines que l'usine des vélos, à Beaulieu, à Mandeur. Autrement dit, toute la technologie qu'il a ramenée d'Angleterre pour créer sa branche cycle, il la met au service de sa nouvelle activité automobile. Armand Peugeot, très rapidement, construit une usine, fait sortir de terre une usine pour fabriquer uniquement de l'automobile. Ça restera à jamais la première usine automobile du monde. L'histoire de Peugeot, c'est une grande série de premières fois. Vers la fin des années 20, la marque organisera le site du Grand Sochaux autour de la célèbre 201. Tout Sochaux sera pensé autour de cette voiture, dont la fabrication totalement linéaire fera de Sochaux le site le plus rentable d'Europe jusqu'à la guerre. Après-guerre, les révolutions technologiques continueront de s'enchaîner chez Peugeot, jusqu'à aujourd'hui, dynamisant toute la région de Montbéliard au rythme de chaque nouveau modèle, de chaque nouveau record, de chaque nouvelle première fois.
Milly ou la terre natale. Pourquoi leur prononcer ce nom de la patrie? Dans son brillant exil, mon cœur en a frémi. Il résonne de loin dans mon âme attendrie, comme les pas connus ou la voix d'un ami. Montagne, que voilait le brouillard de l'automne. Vallon que tapissait le givre du matin. Saule, dont l'émondeur effeuillait la couronne. Vieille tour que le soir dorait dans le lointain. Murs noircis par les ans, coteaux, sentiers rapides, fontaines où les pasteurs accroupis tour à tour attendaient goutte à goutte une eau rare et limpide, et leur urne à la main s'entretenait du jour. Chaumière, où du foyer étincelait la flamme, toi que le pèlerin aimait avoir fumé. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? La Bourgogne-Franche-Comté peut également se bercer des multitudes d'œuvres qu'elle inspira aux artistes nés sur son sol, et qui, nostalgiques et admiratifs, n'auront cessé de lui rendre de vibrants et perpétuels hommages. Car si elle n'a jamais été une province comme les autres, la Bourgogne-Franche-Comté est sans doute une des régions de France les plus représentatives de l'unité et de l'âme de notre pays. Une région aux origines diverses et variées. Autrement dit, une région bien française.